C'est pareil, il y a ce temps infernal, cette semaine dingue là, qui arrive où on a l'impression qu'on va tous se transformer en statue de sel, William P. La démocratie est suspendue à la décision du Conseil constitutionnel. Mais alors, qu'est-ce qui se passe du coup ? Non, mais on peut le déplorer, mais il y a quand même des avantages, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un état de droit, et donc du coup il y a des vérifications par un juge constitutionnel pour savoir si les dispositions adoptées ou la procédure adoptée par le gouvernement est légale. Je pense quand même que la procédure a été un peu abusive sur certains points, dans la mesure où certains points n'ont pas été dans le cadre de la loi de finances de sécurité sociale et qui peuvent retoquer par le Conseil constitutionnel. Et puis, ça pose également une question sur la procédure. Mais après, la question que vous posez, c'est le clivage entre le modèle qu'on affronte et sur lequel on affronte actuellement. C'est le clivage entre les modèles dits démocratiques et libéraux et les modèles dits autoritaires. Les modèles autoritaires sont plus rapides et beaucoup plus rapides. Ils arrivent à construire des ponts en une semaine, des hôpitaux en une semaine, etc. Ils décident plus rapidement. Ou d'encercler Taïwan. Encercler Taïwan, où ils peuvent envahir un pays en opération spéciale en moins d'un jour. Par contre, le pendant de ça, c'est que vous n'avez pas de droit individuel. Et l'avantage de prendre plus de temps, c'est que un juge constitutionnel permet de protéger les droits individuels, les droits des citoyens, les droits des parlementaires, des députés à déposer un recours en cas de procédure abusive, si par cas elle se retrouve constituée comme abusive par les... Totalement changé après le vendredi 14. Quelle que soit la décision, il me répondait non. Évidemment, je pense qu'on est plusieurs à penser de cette même manière. Et puis, de manière concomitante, hier, à votre place, William T., il y avait le délégué de la CGT du Val-de-Marne, Benjamin Hamar. Et quand je lui disais, mais est-ce que vous respecterez la décision du Conseil constitutionnel ? On avait bien compris qu'il la respecterait s'il retoquait la loi, puis il ne la respecterait pas quand il ne retoquerait pas la loi. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe vendredi. On ne sait pas si les choses vont vraiment changer. Moi, je pense qu'il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est est-ce que la décision du Conseil constitutionnel, qu'importe qu'il y ait une censure partielle, une censure complète ou une validation complète, ait un impact sur la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron, sera un impact sur la réforme des retraites. Et moi, je pense qu'il y a un autre sujet que vous abordez sur pourquoi est-ce que vous avez une semaine qui est bloquée, pourquoi est-ce que lorsque vous interrogez Olivier Dussopt, il est incapable de vous dire quel est l'agenda législatif, c'est qu'en fait, le temps n'est pas suspendu à la réforme des retraites, le temps est suspendu parce que potentiellement, avec la réforme des retraites, le quinquennat d'Emmanuel Macron est terminé. Ouais. Parce qu'en fait, il a quasiment plus de capital politique. Frédéric Dabif publie des enquêtes d'opinion régulières sur le duo exécutif, et jamais le président de la République n'avait atteint un taux aussi bas depuis la crise des Gilets jaunes. Et c'était son niveau record du plus bas. Or, ma théorie, c'est qu'on ne peut pas gouverner la France avec moins de 33% d'opinion favorable. Lorsque vous avez moins de 33% d'opinion favorable, vous arrivez dans ce que j'appelle la spirale de la loose qui vous empêche de mener toute action. Et c'est en fait, copyright, William. Ça veut dire qu'en fait, la spirale de la loose. Vous arrivez à un moment, en fait, vous endiguez, vous effondrez, en fait, inévitablement. Hormis s'il y a une crise extérieure, choc extérieur, type guerre, etc., qui pourrait relancer le président de la République, ce qui a été le cas de la crise des Gilets jaunes. Mais actuellement, il ne peut pas se relancer. Le changement de Premier ministre ne lui permettra pas de redonner un nouveau souffle. Un éventuel retrait du texte version Jacques Chirac l'enliserait, le conduirait à l'immobilisme. Et donc, du coup, les méthodes d'action qu'il puisse avoir sont très faibles. Et je pense que c'est ça le point essentiel du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est qu'en fait, il a gaspillé tout son capital politique pour une victoire potentiellement à la Pyrrhus vendredi prochain. Remettre, j'allais dire, du carburant pour repartir. Parce que là, vous êtes quand même, en tout cas vous, William, extrêmement pessimiste sur la suite. Moi, je pense que pour pouvoir avancer, il faut... En fait, il a fait une erreur fondamentale qui est l'élection présidentielle. C'était la meilleure tactique pour se faire réélire président de la République, parce que ça imposait un choix par défaut, dans la mesure où les Français ne voulaient être représentés ni par Jean-Luc Mélenchon, ni par Marine Le Pen, et qu'ensuite, après, il s'est fait élire donc du coup par incarnation et par l'effet drapeau provoqué par la guerre en Ukraine. Mais pour autant, il n'avait pas donné de projet clair. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas de base électorale assez large pour pouvoir embarquer les Français vers une direction. On ne sait pas quel est son véritable projet politique depuis l'élection présidentielle. Dans quelle direction il va emmener le pays. En 2017, on le savait. Il y avait le livre Révolution, il voulait lever et déverrouiller les mobilités géographiques, sociales, et il voulait libérer, protéger. Donc du coup, on avait un projet qui était très clair, associé à un projet européen de modernisation de la France dans l'Union européenne. Là, cette fois-ci, vous n'êtes pas du tout dans le même projet. On ne sait pas s'il est plutôt sur une ligne gaulo-mitterrandienne en termes d'affaires étrangères ou sur une ligne plutôt multilatérale, progressiste, comme ce qu'il a pu faire en 2017. Sur le plan intérieur, on sait qu'il veut gérer l'ordre des finances publiques, mais son image est brouillée en termes de finances publiques parce qu'à chaque fois qu'il fait une réforme dite pour réduire les dépenses publiques, en même temps, il faut une politique de chèque à destination des jeunes pour calmer des éventuels mouvements sociaux. Donc en fait, sur les questions de dépenses publiques, sur les questions d'économie, sur les questions régaliennes, la loi immigration que vous évoquiez, c'est à la fois restreindre l'immigration, mais en même temps ouvrir à certaines immigrations. Donc en fait, sur l'ensemble des plans,
on est sur du en même temps, mais qui ne permet pas de donner un cap, une projection. Et je pense que tant qu'il ne donne pas de cap, tant qu'il ne donne pas de projection, il n'arrivera pas à embarquer les Français, à obtenir des ralliements soit de la gauche, soit de la droite. Et je pense que c'est la mort de la méthode Borne, qui est de faire des coalitions de projets par texte. Mais il y a une... Je suis plutôt d'accord. Et puis pour aller sur ce même point, il y a un enseignement du sondage qui vous avez sorti dans le Figaro Magazine. C'est-à-dire que le bloc de la NUPES, malgré la réforme des retraites qui traditionnellement profite à la gauche, comme en 2010 où ça avait permis à la gauche de monter et de mettre sous propulseur Dominique Strauss-Kahn, Ségolène Royal et François Hollande vu la présidentielle de 2012, là ne profite pas à la gauche. C'est-à-dire que quand vous regardez le bloc électoral, qu'importe les hypothèses, le bloc de la NUPES est strictement le même que celui de la dernière fois. Et même pire que ça, Jean-Luc Mélenchon baisse. Et il y a un autre point que je trouve intéressant, c'est que le seul candidat de gauche qui arrive à faire monter ses intentions de vote, c'est Fabien Roussel, celui qui s'est exprimé le plus en opposition à la stratégie de Mélenchon et de la NUPES. Donc ça souligne en fait qu'au sein de la gauche, la stratégie Mélenchon a ses limites. C'est comme si Jean-Luc Mélenchon était un peu le Jean-Marie Le Pen des années 2020. C'est-à-dire que c'est à peu près pareil à front renversé. Ça veut dire qu'il est très fort dans un premier tour, il aborde des thèmes, il est très médiatique. Par contre, il crée un repoussoir électoral et il transforme LFI comme une sorte de rassemblement national de gauche ou de FN de gauche. Et donc, du coup, ça crée une impasse pour la gauche dans la mesure où est-ce qu'ils peuvent se reconstruire avec un parti aussi repoussoir. En tout cas, il y a quelque chose